Bonjour à tous, bienvenue à notre quatrième édition du webinaire VARS portant sur la cybersécurité. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour une quatrième année consécutive, une année qui a été chargée en nouvelles portant sur la cybersécurité. On est quand même dans une époque, je pourrais dire, spéciale en ce moment. On aura la chance aujourd'hui, évidemment, de faire un tour d'horizon ensemble, de parler des grandes tendances, des statistiques marquantes, des menaces qui touchent autant les PME que les grandes organisations. On va avoir la chance avec nos experts que je vais vous présenter bientôt de parler d'enjeux concrets liés aux technologies, notamment opérationnelles, et évidemment là, de pouvoir mieux se préparer aux cyber-incidents puis aux événements de sécurité qu'on voit à tous les jours dans les médias. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos deux invités. J'ai la chance, premièrement, je vous présente Maxime Boutin, que vous connaissez probablement déjà, qui est un leader reconnu en cybersécurité. Maxime, on a eu la chance de cofonder VARS ensemble il y a plusieurs années. 15 ans d'expérience dans les technologies, dans la cybersécurité. Tu as été en charge notamment des centres de surveillance VARS, où est-ce qu'on surveille plusieurs centaines d'organisations. Je connais très bien les enjeux auxquels les organisations font face à tous les jours. Donc, Maxime, bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. François Caron, plusieurs années, on va le dire, là, à s'occuper directement d'incidents de cybersécurité, à gérer des équipes de réponse aux incidents. Donc, encore un autre invité qui est vraiment sur le terrain. Donc, ça va être très intéressant aujourd'hui. Merci d'avoir accepté à vous deux l'invitation. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le mois d'octobre, c'est le mois de la cybersécurité, puis c'est comme ça partout à travers le monde. Il y a un grand nombre d'initiatives qui se déroulent en ce moment afin de conscientiser le public à l'importance. Je pense que vous le savez tous que la cybersécurité est importante. C'est un enjeu stratégique qui touche toutes les organisations. Ça fait partie d'ailleurs de la stratégie de croissance d'une entreprise. C'est plus une option. Cette année, la campagne met l'emphase sur penser cybersécurité aujourd'hui pour demain. Donc, un thème qu'on trouve d'une importance capitale puisque nous-mêmes, on se spécialise depuis des années dans la sécurité préventive. Donc, c'est important de pouvoir agir de façon préventive, d'assurer que les organisations puissent mettre en place les bons contrôles pour survivre dans un monde là, qui est en constante évolution. Donc, avant de commencer et de passer aux questions, on va faire d'abord un petit tour du portrait actuel. On le sait qu'on évolue en ce moment dans un contexte géopolitique un peu spécial. Donc, on est dans un environnement où les cybermenaces sont de plus en plus complexes. On a évidemment des États adversaires qui sont plus agressifs, plus organisés, notamment la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, l'Inde. On ne passera pas toute la liste, mais on le voit que ces pays-là ciblent les gouvernements, le secteur privé, les infrastructures essentielles. On parle d'espionnage, de vol de propriété intellectuelle. On parle également d'attaques au niveau des chaînes d'approvisionnement. Bref, c'est quand même une situation particulière. Je ne dirais pas nouvelle, mais on le sait qu'en ce moment, c'est quand même assez intense. On a également le phénomène, évidemment, des rançongiciels qui reste la menace principale, là, la plus perturbatrice, particulièrement au niveau des infrastructures essentielles, mais pas juste les grandes organisations. Là, évidemment que les PME en sont victimes. D'ailleurs, la fréquence, la complexité, le montant des rançons continue d'augmenter. En 2023, on parlait d'une moyenne là, de montant versé d'environ 1,3 million de dollars, en hausse de 150 sur 2 ans. Donc, c'est une tendance qui se poursuit en 2024 avec, avec des montants, mais aussi une quantité d'incidents qui est carrément en hausse. Donc, en plus des attaques de rançon, pour en rajouter, donc on le sait, il y a des nouveaux modèles qui sont disponibles. On parle de cybercriminalité en tant que service. Les malfaiteurs, les organisations criminelles facilitent l'accès maintenant à des outils puissants qui sont en vente libre, si on veut, qui permettent à n'importe qui de pouvoir perpétrer des attaques sur des organisations.
On a également l'intelligence artificielle qui amplifie les menaces, notamment par la création de contenu, la désinformation. On parle beaucoup d'automatisation des chaînes d'attaque, de la personnalisation rapide de campagnes de piratage assez sophistiquées. Les cybercriminels continuent d'innover pour échapper à la détection, exploitent des appareils périphériques, des ressources locales, même des infrastructures à domicile. On va en parler aujourd'hui. Donc, ça devient de plus en plus compliqué, si on veut, de détecter, puis les choses se passent de plus en plus vite. Il y a également une imprévisibilité géopolitique, on en a un peu parlé, mais les activistes, les groupes non étatiques, souvent motivés par les conflits internationaux, rendent le paysage des menaces un peu plus instable et on voit de plus en plus là, la dépendance à quelques grands fournisseurs de services numériques qui accroît la vulnérabilité systémique. Là, donc, autrement dit, on a des milliers de PME, d'entreprises qui utilisent les mêmes fournisseurs, puis il suffit d'avoir une vulnérabilité, deux vulnérabilités, ce qu'on voit tous les jours d'ailleurs, pour qu'un effet domino arrive sur l'ensemble d'un secteur. Donc, maintenant que le portrait global est bien établi, on va passer au cœur de notre discussion. Le panel qui suit va nous permettre de mieux comprendre ces menaces-là. Sans plus tarder, on va passer avec nos invités. Maxime, François, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour, bonjour. Écoutez, j'ai une question qui me revient en tête à chaque année. J'ai l'impression que quand on fait le bilan de l'année, on répète les mêmes choses d'année en année. Maxime, qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière au niveau des cyberattaques? Bien, je pense que tu as bien décrit, Guillaume, qu'au départ, c'est un contexte qui est vraiment favorable aux menaces. Puis il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, mais principalement, on parle de surface d'attaque. Donc, la surface d'attaque des organisations ne cesse d'augmenter, ne serait-ce que par l'adoption de services infonuagiques, de modèles justement SaaS, toutes ces choses-là pour lesquelles les organisations, donc, s'ouvrent vers l'extérieur de plus en plus. Puis ça a commencé vraiment, on peut dire, depuis la pandémie, où les gens ont commencé à travailler de l'extérieur. Et puis, cette surface-là n'a cessé d'augmenter depuis. Et donc, ça, c'est vraiment favorable, justement, à des acteurs malveillants pouvoir bénéficier de ça. Puis non seulement ça, mais également toute la transformation numérique, tout ce que les organisations font en termes, justement, de changement à l'intérieur de l'organisation, de digitaliser leur organisation, c'est vraiment des choses qui les rendent plus accessibles pour ces acteurs malveillants-là. Et il faut dire que ces acteurs malveillants-là sont de plus en plus sophistiqués aussi. Donc, ils sont financés par leurs propres actions au niveau justement des rançongiciels, comme tu mentionnais tout à l'heure. Donc, ils sont excessivement bien financés. Ils utilisent énormément aussi toutes les technologies qu'ils ont à leur disposition, l'intelligence artificielle, l'automatisation des attaques. Donc, tout ça rend vraiment le contexte favorable à ces menaces-là. Puis même si on a l'impression qu'on parle toujours de la même chose, c'est parce que c'est évolutif. Donc, continuellement, il faut s'adapter parce que ça change et puis on ne peut pas rester statique. Il faut vraiment continuer d'évoluer pour pouvoir suivre cette menace-là. Merci Maxime. François, le maillon faible, tu sais, on parle dans notre audience aujourd'hui, on a beaucoup d'organisations publiques, on a beaucoup de PME. Qu'est-ce qui fait que ces PME-là sont autant vulnérables d'année en année, qu'on revoit les mêmes types d'incidents? Exact. Puis je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu à la maison assez souvent. C'est vraiment l'humain qui est le maillon faible de la chaîne de sécurité. C'est toujours vrai en 2025. Il y a aussi une grosse différence, puis c'est quelque chose que Maxime a touché, puis je trouve que c'est important qu'on le mette de l'avant. Les attaquants sont de plus en plus sophistiqués, mais aussi plus organisés. Puis c'est ce qu'on voit qu'en fait, ça leur permet de faire des attaques de masse. On parlait un petit peu plus tôt vulnérabilités qui peuvent exister chez les PME, qui n'ont peut-être pas nécessairement une grande, une grande maturité en termes de sécurité. Il peut y avoir des vulnérabilités s'il y a une compagnie qui se fait prendre. Je donne un exemple. On a la semaine dernière Big IP F5 qui sont des pare-feux. Ils se sont fait pirater. Ça donne en fait une opportunité en or pour les attaquants d'attaquer tous les gens qui ont cette technologie-là. Puis ça, c'est une instance qu'on a vue, mais il y en a énormément qui sortent littéralement toutes les semaines, tous les jours. Donc, je dirais les deux gros maillons, vulnérabilité qui se trouvent dans les infrastructures, puis les gens, bien sûr, tout ce qu'on parle de
social engineering, les attaques de phishing, etc. Toujours sur les gens. Ça, c'est quelque chose que, oui, il y a de plus en plus de compréhension de ce type d'attaque-là, mais les attaquants sont de plus en plus sophistiqués. On parlait de l'IA, on va en reparler un petit peu plus tard, mais ça l'aide énormément à targeter les gens. Donc, François, si je comprends bien, il y a de plus en plus de vulnérabilités. Ce n'est pas nouveau, mais les organisations utilisent principalement les mêmes technologies. Puis chaque semaine, chaque mois, il y a des mises à jour qui doivent être faites, on peut le dire. Il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes. Ça permet aux attaquants de prendre rapidement le contrôle de leur environnement. Puis ça, c'est quelque chose qui ne change pas, qui ne changera pas non plus, si je comprends bien. Peux-tu nous parler un petit peu des menaces principales, peut-être autres que celles-ci, au niveau des PME? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi à quoi les PME doivent vraiment faire attention présentement? C'est une bonne question. Puis c'est quelque chose qu'on se fait poser souvent, malheureusement dans des cas de réponse aux incidents, mais il y a vraiment peut-être une incompréhension, je dirais, du type d'attaques qui peuvent arriver. Donc, on parlait tout à l'heure des state-sponsored hackers, des attaquants qui sont avec un aspect militaire, si on veut. C'est pas nécessairement les PME qui vont se faire ciblés par ce type d'attaque-là. C'est pas impossible, mais c'est pas nécessairement ce qu'on va voir le plus souvent. Ce qu'on va voir, par contre, c'est les groupes de rançongiciels qui vont exploiter. La grosse distinction ici, c'est que ce n'est pas des attaques qui sont ciblées sur la PME spécifiquement. Ce n'est pas parce qu'ils veulent attaquer cette entreprise-là, c'est parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Cette possibilité-là, elle vient directement des vulnérabilités qu'on parlait un petit peu plus tôt. Je dirais que c'est vraiment ce qu'on voit en termes de réponse aux incidents. C'est les PME qui se font attaquer parce qu'il y avait une vulnérabilité quelconque. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, puis on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais on voit qu'il y a très peu de temps qui s'écoule entre une nouvelle vulnérabilité puis le temps que c'est exploité chez une compagnie. Je donnais un exemple tout à l'heure des pare-feux. On a une épidémie en ce moment de rançongiciels qui sortent, spécifiquement avec les fameux firewalls, SonicWall. C'est la forte majorité des PME qui utilisent ce type de technologie-là pour plein de raisons, mais dès qu'il y a une vulnérabilité qui sort, on voit des centaines de clients en PME qui se font attaquer d'un coup, puis le résultat, c'est presque toujours un rançongiciel. Donc, ouais. Il y a beaucoup de différents types de menaces, mais il y a quand même une forte concentration dans certaines menaces qui sont plus préoccupantes. Peux-tu nous dresser un petit peu un portrait? C'est quoi qui est important pour une PME? En fait, pour n'importe quelle organisation là, aujourd'hui, à quoi ils doivent s'attendre? Oui, on peut commencer avec les PME, justement. Il y a quand même quelques tendances qui se répètent depuis au moins les 4 ou 5 dernières années. On voit 2 grands types d'attaques qui arrivent littéralement chaque semaine. On parle ici des BEC, les Business Evil Compromise en bon français. En réalité, c'est plutôt des fraudes qu'on va voir ici, des fraudes financières où quelqu'un va envoyer un courriel en essayant d'impersoner une compagnie qui est connue ou même quelqu'un à l'interne. Souvent, ça va être des PDG de compagnie, des choses comme ça, qui vont demander de faire des paiements. Le classique qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est une compagnie qui est connue de la victime, qui font déjà affaire ensemble souvent, qui vont dire hey, on a changé de façon de paiement, nos informations bancaires ont changé, veuillez payer cette facture-là à cette Nouveau compte de banque. Exact. Puis ça, on va voir ça arriver souvent. C'est ce qu'on classifie de BEC. Je pense que c'est, puis on pourra revalider avec les statistiques, mais je pense que c'est encore cette année le plus profitable pour les attaquants, juste par la simplicité, si on veut, de ces attaques-là. Il y a plein de facteurs, en fait, qui vont faire en sorte que c'est plus facile pour les attaquants de faire ce type d'attaque-là, notamment avec l'IA, mais on pourra en parler un petit peu plus tard. Donc ça, c'est pour les BSC, puis on a les fameux rançongiciels. Ça, c'est probablement l'autre 50% des attaques qu'on voit. Très, très, très populaire pour cibler les PME. On parlait tout à l'heure un peu de tout ce qui est vulnérabilité. C'est très, très relié avec les ransomware. Donc, je donne un exemple de firewall qui peut avoir une vulnérabilité dessus. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que les attaquants, dès qu'il y a une preuve de concept qu'on appelle qui va être lancée, les attaquants vont l'utiliser dans les heures qui suivent ce lancement-là pour pouvoir perpétrer une attaque. Ça, c'est un cas de figure qu'on voit dans les ransomware. Il y en a plusieurs autres. On pourra en discuter un peu plus tard quand on parlera plus spécifiquement de ransomware. Mais en ce moment, pour tous les menaces qui existent, spécifiquement pour les PME, c'est vraiment
BEC puis les ransomware qu'on voit. OK, donc les boîtes de courriel qui peuvent être compromises, ou du moins, on tente de répliquer l'adresse, c'est des scénarios d'ingénierie sociale, on veut faire transférer des fonds. Dans ce temps-là, est-ce que les PME ont des recours? Est-ce que l'argent est récupérable? Si la compagnie est chanceuse, oui, des fois, il peut en avoir, mais la réalité, c'est que ça se fait très, très rapidement. Puis les fonds pardon, vont souvent sortir du Canada. Puis c'est là que ça devient un peu plus difficile pour Le les... plus complexe, hein? Exactement. Donc, si on est chanceux, oui, l'idée, c'est vraiment d'être en prévention pour ce type d'attaque-là. Pour aussi loin que je peux me rappeler, là, depuis que je travaille en sécurité, on parle des attaques de phishing. Les gens sont de plus en plus sensibles à ce type d'attaque-là, mais la réalité, c'est que les techniques qui sont utilisées sont encore plus spéciales, ce qui fait que le taux de réussite est vraiment plus élevé pour les attaquants. François, ces attaques de rançon-là, ou du moins l'exploitation des vulnérabilités dont tu parles, soit dans des composantes du réseau, soit dans des produits, des applications, parce qu'ici, on parle de boîtes de courriel, on parle de boîtes Office 365, etc. Est-ce que la rapidité, puis tu as mentionné là, que ça va de plus en plus vite, peux-tu m'expliquer ou expliquer du moins à nos auditeurs en combien de temps ça peut se faire une attaque de rançon en 2025? Oui, je pense que c'est assez intéressant à voir. Quand j'ai commencé en réponse à l'incident, on voyait le temps entre l'exploitation puis la fin de l'attaque, c'est-à-dire le rançon logiciel. On peut parler de mois, plus souvent quelques semaines. Aujourd'hui, en 2025, on parle de quelques heures, voire quelques minutes entre le temps que l'attaquant rentre à l'intérieur du réseau, voit un peu qu'est-ce qu'il y a à prendre, généralement des données, puis par la suite va procéder avec le rançon shell. Je dirais les peut-être 15-20 derniers cas qu'on a eus, on parle d'à peu près 2 à 3 heures entre l'accès initial puis le chiffrement. Extrêmement rapide. Ça démontre aussi que l'attaquant est très, très organisé, si on veut, pour déployer cette attaque-là. Excellent. Et j'imagine que ça ne se passe pas en pleine matinée. La plupart du temps, on va parler des soirs, des fins de semaine, lorsqu'on a moins de visibilité sur nos réseaux, sur nos ensembles. Oui, c'est les fameux incidents du vendredi soir, 17h30. Ça arrive presque à chaque fois, en fait. Souvent, par contre, les gens qui sont victimes de ransomware vont nous appeler le lundi quand ils reviennent de la fin de semaine, puis ils se rendent compte que littéralement tous les systèmes sont chiffrés, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est là que nous, on rentre en selle, mais oui, c'est le classique. Est-ce que c'est normal en 2025 pour une organisation de se faire chiffrer un vendredi soir puis de ne pas le savoir avant un lundi matin? Normalité, c'est très relatif. Pour moi, non, c'est pas normal. Par contre, c'est ce qu'on voit maintes et maintes fois. Je faisais tantôt un lien avec la maturité en termes de cybersécurité. Je pense que c'est un très, très gros point à couvrir. En gros, plus que l'entreprise va être mature, moins c'est normal justement de ne pas détecter ce type d'attaque-là. Puis malheureusement, le niveau de maturité, je pense, global, que ce soit au Canada ou au Québec, est relativement faible. Oui, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, mais en ce moment, je dirais très peu, trop peu, pas assez vite. Merci, François. Maxime, on voit, on parle d'attaques de rançon, on parle beaucoup d'événements puis d'incidents qui touchent les environnements TI des organisations. On est confronté de plus en plus à une nouvelle réalité, du moins, peut-être pas une nouvelle réalité, parce que dans les grandes organisations, on l'a vu régulièrement, mais de plus en plus dans la PME, dans la moyenne organisation, on voit, on parle de nouvelles tendances d'attaque au niveau des chaînes de production. Donc, je parle principalement, mettons, du secteur manufacturier. Les organisations, comme tu mentionnais, sont en transformation numérique, implantent des nouvelles technologies, veulent automatiser leur chaîne de production, etc., etc. Les attaques qui ciblent ces environnements-là de production, est-ce que c'est les mêmes attaques que François parle au niveau de TI? Oui, très bonne question, Guillaume. En fait, pour revenir sur ce que François disait, c'est finalement que les acteurs malveillants sont opportunistes. Donc, ils profitent justement de ces opportunités-là de pouvoir s'infiltrer dans les différents réseaux et puis de pouvoir justement perpétrer des attaques qui vont leur permettre d'aller au plus profond possible dans l'organisation.
puis aller jusqu'au cœur et au poumon de l'organisation devient possible justement avec les environnements de production. Parce que comme je décrivais un petit peu plus tôt, ces environnements-là aussi commencent à être de plus en plus connectés, de plus en plus automatisés. Donc, par l'automatisation, par justement ce contexte-là, ça l'ouvre encore une fois la surface d'attaque vers l'extérieur. Et puis, cette surface d'attaque-là devient une opportunité pour les acteurs malveillants de pouvoir s'immiscer. Puis je pense que c'est important de comprendre que justement parce que ces acteurs malveillants-là sont opportunistes, bien, ils vont justement aller vers ces opportunités-là pour avoir encore plus de chances de pouvoir monétiser leurs attaques puis de causer du tort aux organisations, puis d'aller monétiser toujours ces attaques-là de plus en plus vers des environnements dans lesquels on n'a pas le choix justement de payer les rançons parce que les environnements de production, on ne peut pas changer des environnements de production comme on change un serveur ou une station de travail ou quelque chose comme ça. Ça complexifie le travail des organisations quand on arrive dans ces environnements-là. Et c'est donc une opportunité supplémentaire pour les acteurs malveillants de monétiser ces attaques-là et d'augmenter aussi le chiffre de la rançon qui est demandé également. Donc, on parle de technologie de production. C'est quoi les conséquences? Là, on parle de rançon, mais c'est quoi tous les exemples de conséquences? Là? On peut parler, j'imagine, même de dommages physiques, là, si je comprends bien. Là. Ça peut aller jusqu'à des dommages physiques. Effectivement, c'est un petit peu ça qui est unique là, dans les environnements de production. Évidemment, les infrastructures critiques, on a justement des automatisations qui permettent justement à ces services-là de fonctionner de façon automatisée. Maintenant, quand on a des acteurs malveillants qui manipulent ces processus-là et qui les rendent soit inopérants ou peuvent les faire opérer différemment, mais il peut y avoir un risque pour justement des employés d'être blessés ou ça peut aller même jusqu'à la perte de vie. Donc, il y a vraiment une importance différente à ce niveau-là. Parfait. Pourquoi la sécurité de production industrielle est devenue un enjeu aussi critique? Est-ce que c'était le cas avant? Est-ce que c'est juste... C'est une très bonne question. En fait, la sécurité dans les environnements de technologie opérationnelle, ça existe depuis plus de 20 ans. Donc, on peut se poser de façon légitime la question pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on en parle plus que jamais? Bien, justement, c'est parce qu'avant, ces environnements-là n'étaient pas accessibles aux acteurs malveillants. Ils étaient très, très manuels, très hermétiques, donc ils n'étaient pas vraiment accessibles de l'extérieur. Les acteurs malveillants, souvent, ne sont pas physiquement sur place. Hein, ils ne se déplacent pas pour aller perpétrer leurs attaques. Ils font leurs attaques de l'extérieur vers l'intérieur. Et le fait que cette fameuse surface d'attaque-là augmente et devienne accessible, c'est une opportunité pour ces acteurs malveillants-là de pouvoir s'immiscer dans des endroits où ils n'avaient jamais eu la possibilité de s'intégrer auparavant. Intéressant. Maxime, tu parles d'actifs critiques. En fait, tu parles d'infrastructures critiques. On va garder le mot critique. C'est quoi, si on parle d'actifs critiques, c'est quoi les actifs qui sont les plus importants d'un point de vue technologique qu'une organisation devrait protéger? C'est sûr que j'imagine que ça peut varier, on s'entend, mais tu as surveillé là, avec ton équipe des centaines d'organisations pendant des années. Les attaques, j'imagine, qui arrivent presque souvent, très souvent aux mêmes composantes là, d'une organisation. Peux-tu en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Bien, toutes les organisations ont des actifs critiques au sein de l'organisation. C'est tout ce qui leur permet de réaliser finalement leur mission en termes de ces organisations-là. Tout ça est déterminé généralement par une analyse d'impact sur les activités. Donc, ces analyses-là permettent de déterminer c'est quoi le RTO. Donc, ça, c'est un terme technique, le Recovery Time Objective. Donc, c'est quoi la période de temps à laquelle on veut qu'un système qu'on va évaluer comme étant critique puisse être remis en ligne. Et puis, on a aussi le RPO, qui est Recovery Point Objective. Donc, c'est combien de données on est prêt à perdre pour pouvoir justement récupérer de ces systèmes-là. Et puis, ce calcul-là, cette analyse-là va nous permettre de savoir quelles sont nos infrastructures les plus critiques au sein de l'organisation et comment on doit les encadrer pour que ces actifs-là puissent soit revenir en ligne le plus rapidement possible et avec le moins de pertes de données possible. Donc, dans les environnements de TI comme dans les environnements de production, c'est un exercice qui devrait d'abord être fait, parce que je ne suis pas certain que toutes les organisations le font. Confirme? Super. Et puis, non seulement il faut le faire, mais il faut le refaire de façon
récurrente parce que notre organisation évolue de façon continuelle. C'est le cas de toutes les organisations aujourd'hui. Puis il faut vraiment s'assurer de le faire régulièrement pour avoir cette compréhension-là au plus haut niveau, hein, au niveau exécutif, au niveau du board, au niveau justement de tous les acteurs au sein de l'organisation, de comprendre c'est quoi l'importance pour pouvoir mieux gérer ce risque-là. Donc, c'est quoi notre tolérance au risque, c'est quoi notre niveau de risque acceptable, va seulement être calculable si on a fait cet exercice-là au préalable. Je pense qu'il y a un parallèle à faire aussi avec les types de données que l'entreprise va garder dans ce système. Clairement, si on a des renseignements personnels, des informations bancaires, etc., je pense qu'on veut mettre peut-être un peu plus d'emphase sur la Oui, sécurité. tout à fait. Fait que je pense que c'est vraiment les deux côtés de la médaille. Puis surtout avec bon, la loi 25 qui a été rajoutée, je pense que les entreprises sont de plus en plus conscientes fait que ça, c'est nécessaire. Puis leur stratégie va évoluer. Si la stratégie est inexistante, bien là, ils vont mettre une en place pour s'assurer de bien conserver et protéger ces données-là. Absolument. Messieurs, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que les PME font en matière de cybersécurité, outre le fait d'ignorer la question puis de ne pas investir, parce qu'on le répète à chaque année, puis ça, je pense que tout le monde le sait, mais y a-t-il des erreurs que beaucoup d'entreprises font, d'organisations font, qui reviennent plus souvent? Je vais commencer pour Oui, celle-ci. vas-y. Il y a quelque chose que je vois, puis ça fait quand même quelques années, puis c'est quelque chose que je m'attendais à ce qui change peut-être un peu plus, surtout avec toute la médiatisation qu'il y a au niveau des incidents. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont conscients qu'il y a un risque d'avoir un ransomware, les BSC, etc. Mais souvent, les entrepreneurs vont se dire, pourquoi moi? Pourquoi je me ferais attaquer moi? Puis généralement, vont juste, c'est pas nécessairement d'ignorer, mais vont dire, ah, ben, c'est pas grave, l'impact sera peut-être pas pour moi, ils vont attaquer les banques à la place. Puis la réalité, c'est que c'est vraiment une incompréhension de comment les attaques se font. C'est pas des attaques qui sont ciblées, c'est vraiment une attaque d'opportunité. Donc, s'il y a une vulnérabilité qui est là, ben c'est pas parce que vous êtes une petite entreprise que vous ne ferez pas attaquer. C'est vraiment, c'est là, on attaque, c'est faible. Oui. J'aborde dans le même sens que toi, en fait, c'est qu'on ne se pose pas assez souvent la question, c'est quoi le risque de ne pas le faire? Puis combien ça nous coûterait si on ne mettrait pas les bonnes mesures en place pour pouvoir répondre justement à cette menace-là? Au fur et à mesure que la menace augmente, puis que elle se complexifie, et puis qu'on a de plus en plus d'acteurs malveillants qui sont justement sophistiqués, bien, il faut répondre à ça. Puis si on n'y répond pas, il peut avoir des conséquences qui vont être graves. Ça peut aller jusqu'à la perte de contrôle de sa propre organisation. Parce que c'est sûr que quand François décrivait qu'il rentre un lundi matin dans une organisation qui a été encryptée tout au long du week-end, c'est clair qu'on arrive devant une situation où on a perdu le contrôle de son organisation. Ce qu'aucun entrepreneur, aucun dirigeant d'entreprise ne veut avoir à faire face. Et puis après ça, il faut mettre des mesures en place de façon accélérée et ça nous coûte probablement 10 fois ce que ça nous aurait coûté de le faire en amont puis de le faire en prévention. Bon point, Maxime. Puis pour une organisation qui est dans cette situation-là, c'est quoi les indicateurs? Parce que, tu sais, on parle souvent de, bon, c'est pas une question de si ça va arriver, cette fameuse phrase-là, c'est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Y a-t-il des indicateurs? Tantôt, François, tu parlais de boîtes de courriel compromises, de courriel d'hameçonnage. Y a-t-il d'autres indicateurs qui peuvent nous donner un signe, là, comme quoi on est sur le bord de se faire encrypter ou de subir une attaque importante? C'est ça qui est un peu fou dans ce type d'attaque-là, puis spécifiquement pour les PME qui n'ont pas une grande maturité au niveau sécurité, il n'y a pas beaucoup de signes précurseurs qui vont être détectables. Tantôt, on parlait du temps que ça prend entre la compromission initiale puis le déploiement du rançon shell. On parle de quelques heures. Si la compagnie n'a pas de façon de détecter, souvent on parlait de MDR, il y a beaucoup De de... surveillance. Exactement, exactement. S'il n'y a pas de surveillance qui est déployée, ben, c'est presque impossible de le voir. Ce que vous allez voir, en fait, c'est le résultat final, c'est-à-dire les systèmes qui sont chiffrés, puis c'est là que ben, vous êtes un peu pris devant le fait, là. Fait que très, très difficile à détecter. Ça, c'est plus pour les rançon shell. On parlait de courriel. Je dirais, c'est surtout une question de vigilance ici. Si on voit quelqu'un, un de nos collègues, disons, qui nous envoie un courriel ou un supérieur, peu importe, puis le contexte ne fait pas trop de sens, ça, c'est peut-être un signe que cette boîte-là a été compromise puis que quelqu'un essaie activement de soit avoir des accès, soit faire des actions. Donc,
gros aspect de sensibilisation pour le phishing, mais très, très difficile pour monsieur, madame, tout le monde de le voir. C'est pour ça qu'on veut avoir de la détection, de la surveillance, des technologies qui permettent de le faire pour vraiment aider à attraper l'attaque avant qu'on soit rendu à la fin, c'est-à-dire pour les rançongiciels ou la fraude financière pour les BSC. Oui, fait qu'au final, on ne peut pas protéger ce qu'on ne voit pas, hein. Ça, c'est un des contextes fondamentaux en termes de sécurité. Et donc, c'est vraiment important d'aller chercher non seulement de la visibilité, hein, donc d'avoir des systèmes qui nous permettent de pouvoir générer ce type d'alerte-là. Puis quand on parle d'alerte, ça devient presque inutile de détecter une fois que le rançongiciel a été fait. Il faut vraiment, dans le cycle de l'attaque d'un acteur malveillant, il y a plein de signes avant-coureurs qui devraient permettre de pouvoir détecter qu'on a une intrusion dans notre système, dans notre réseau, qu'on a un acteur malveillant qui est rentré, que ça soit par un hameçonnage ou qui tente d'escalader des privilèges, donc de se donner des privilèges supplémentaires, type administrateur ou autre, de bouger latéralement dans le réseau avant même que le rançongiciel arrive. Ce sont tous des signes avant-coureurs. Et non seulement il faut avoir les systèmes qui peuvent nous démontrer ces signes avant-coureurs-là, mais il faut avoir les clips en arrière pour pouvoir surveiller ça 24/7, 365, pouvoir détecter ces signes avant-coureurs-là et puis avoir l'expertise aussi de pouvoir intervenir, comme l'expertise de François, comme l'expertise qu'on a au niveau du SOC ou du Security Operating Center, qui sont des experts pour pouvoir non seulement détecter, mais intervenir quand ces menaces-là surviennent. Donc, ce qu'on dit, c'est parce qu'on parle beaucoup de détection, de visibilité, aujourd'hui, toute organisation devrait, si je comprends bien, avoir une équipe qui surveille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les environnements TI, les environnements même opérationnels? Strict minimum, oui, définitivement. On ne peut pas protéger ce qu'on ne voit pas, donc si tu ne le vois pas, tu ne peux pas le protéger, et donc ça prend absolument ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi mettre des processus en place pour pouvoir avoir ces systèmes-là, puis ces façons de fonctionner-là pour pouvoir être périn dans sa sécurisation de ses activités. Maxime, j'ai envie de revenir au contexte industriel. On parle de vulnérabilité, on parle d'un manque de visibilité. Autrefois, on disait, bien, ces systèmes-là sont isolés, c'est hermétique, on focus plus sur la sécurité physique, moins sur la sécurité, on va dire, technologique. Aujourd'hui, dans un contexte où les équipements des compagnies manufacturières, des équipements industriels, ont une longue durée de vie, là. On s'entend que ce n'est pas des équipements qu'on achète aujourd'hui puis que dans 2 ans, on va changer. Puis des fois, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on a les mêmes robots. Comment on fait pour se protéger des vulnérabilités qui, elles, continuent d'arriver de jour en jour? Comment on fait pour garder le rythme? Oui, c'est un très bon point, Guillaume, parce que si on dit qu'il y a un contexte favorable aux menaces en général, il y a un contexte qui est encore plus favorable aux menaces dans les environnements de production parce qu'il y a beaucoup de désuétitude. Donc, tu y as fait mention, généralement, dans les environnements de TI, on a des cycles pour changer les équipements qui sont de 3 à 5 ans. Dans les environnements de production, ça peut être de 20 à 30, peut-être même 40 ans que ces systèmes-là qui sont hautement spécialisés vont être en place puis vont rester en place aussi pour les besoins de la production. Et c'est des systèmes à la base qui n'ont pas été conçus non plus pour la sécurité. Donc, ils ont des protocoles qui sont non sécuritaires, qui n'ont pas été conçus pour ça. Et donc, c'est sûr que c'est un contexte qui est encore plus favorable aux menaces pour ça. Et donc, il y a des choses de base là, qu'il faut mettre en place. Puis, on adhère beaucoup à la méthodologie de SANS. Donc, SANS, qui est un organisme reconnu au niveau de la sécurité, qui a établi les 5 contrôles critiques au niveau de la sécurité des environnements opérationnels. Et donc, le premier, c'est d'avoir un plan de réponse aux incidents de sécurité qui est adapté aux technologies des opérations, donc aux environnements de production. C'est sûr que ça implique qu'on ait d'abord un plan de réponse aux incidents pour son environnement TI. Donc ça, ce n'est pas toujours le cas de notre expérience. On voit qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas encore ça, mais c'est quand même grande majorité même. Une grande majorité, et c'est un must des deux côtés. Mais ce qu'on dit, c'est que d'abord, évidemment, il faut mettre un plan de réponse aux incidents de sécurité et il faut s'assurer de l'adapter à tout ce qui est environnement de production et technologie opérationnelle parce que c'est vraiment spécifique, ces environnements-là. On ne répond pas dans ces environnements-là de la même façon qu'on le ferait du côté de TI.
Et ce qui est encore plus important que ça, parce que c'est important de le mettre en place, mais ça peut rester sur une tablette, un plan de réponse aux incidents de sécurité. Il faut le mettre en marche. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire des exercices de simulation. Les exercices de simulation vont nous permettre de pouvoir justement tester son plan de réponse avec tous les acteurs qui vont être impliqués avant même que cet incident-là se produise. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite de ça, le deuxième, on a l'architecture défendable. Donc, l'architecture défendable, ce que ça veut dire, c'est segmenter les environnements. Tous les différents environnements dans une organisation, à la base, devraient être segmentés. Bien, encore plus vrai entre les environnements de TI et les environnements de production. Donc, on a parlé de convergence, donc les réseaux TI et les environnements de production convergent parce qu'ils sont automatisés, parce qu'on veut aller chercher de la télémétrie, on va aller vers des services infonuagiques et ainsi de suite. Donc, il faut segmenter ces environnements-là de façon robuste. Donc, ça, c'est une autre chose qui doit être faite puis qu'on voit rarement aussi dans ces environnements de production-là également. Et même dans les environnements TI, on Oui, s'entend. Là. exactement. Tout à fait. Donc, c'est important de le faire à tous les niveaux, mais encore plus quand on a des environnements qui sont d'autant plus vulnérables. Ensuite de ça, la surveillance. On revient au même concept qu'on a dit tout à l'heure, on ne peut pas protéger ce qu'on ne voit pas. Puis dans des environnements de production, généralement, on n'a aucune visibilité sur les actifs, sur les vulnérabilités, sur un paquet de choses. Donc, d'aller chercher cette visibilité-là pour détecter encore une fois des actions malveillantes au balbutiement de ces attaques-là ou de ces intrusions-là des acteurs malveillants est essentiel. Sinon, on risque de devoir appeler François un lundi matin parce qu'on a perdu le contrôle de notre environnement de production. Donc, on veut certainement éviter ça. Puis la gestion des vulnérabilités en priorisant le risque. Donc, premièrement, avoir la possibilité de savoir quels sont mes éléments qui sont vulnérables dans mon environnement de production. Et ça, en continu, j'imagine. En continu. C'est pas statique. Exactement. En continu, c'est pas statique, évidemment, parce que ça évolue constamment. François mentionnait tout à l'heure qu'on a des nouvelles vulnérabilités presque à toutes les heures, à tous les jours, en continu pour toutes sortes de systèmes. Donc, c'est excessivement important de garder une visibilité là-dessus en continu et de prioriser ces vulnérabilités-là, parce que toutes les vulnérabilités-là ne sont pas nées égales, si on veut. Donc, il y en a des vulnérabilités qui sont exploitées par les acteurs malveillants. Il y en a d'autres qui sont à haut risque, mais pas encore exploitables, on va dire. Donc, on va segmenter ou prioriser par niveau de risque ces vulnérabilités-là pour pouvoir les adresser de cette façon-là. Surtout dans les environnements de production. C'est vrai dans tous les environnements et ainsi de suite. Par contre, dans les environnements de production, on ne peut pas arrêter la production quand on veut. Donc, si le niveau de sévérité est assez critique, on va dire que c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant. Donc, ça vaut même la peine parce que c'est tellement exploitable qu'on devrait même interrompre justement la production pour pouvoir remédier à ça. Si c'est quelque chose qui est vulnérable mais qui peut attendre, bien, on va dire dans le prochain cycle justement de maintenance, on va inclure justement la gestion ou la mitigation de ces vulnérabilités-là également. Donc, ça, c'est la quatrième chose. Et puis, la dernière chose, merci, ça va être justement de gérer les accès. Donc, gérer les accès dans les environnements de production devient de plus en plus important parce que, justement, en allant chercher justement des systèmes pour automatiser, justement, les environnements de production deviennent de plus en plus accessibles, même de l'extérieur, que ce soit pour la maintenance, pour le support. Donc, ce sont tous des accès potentiellement vers l'extérieur qui s'ouvrent. Puis ce qui est important ici, c'est de reprendre le contrôle de ces accès-là, ne serait-ce qu'en mettant des choses en place comme du multiple facteur d'authentification, de faire des accès qui sont supervisés également et également aussi d'avoir la chance de pouvoir enregistrer les sessions de ce que les personnes à l'extérieur de notre organisation, les tierces parties, vont avoir besoin justement pour pouvoir se connecter à ces environnements-là. Plusieurs bons points, Maxime. Je vais revenir au premier élément. On a la chance d'avoir un expert avec nous, François, en réponse d'incident. François, ça fait des années que tu fais ça. Tu es la première personne à arriver sur les lieux. Lors d'un épisode, arriver sur les lieux, on s'entend que tu es quand même à distance, là, mais tu es arrivé sur tes lieux. François, c'est quoi un plan de réponse aux incidents rapidement, en 30 secondes, là, pour une PME qui nous écoute, une organisation qui se dit, bien, c'est-tu comme avoir un plan d'incendie? C'est la même chose, mais fait pour la... Oui, on peut tirer un fort parallèle entre les deux. L'idée, c'est qui fait quoi, quand, puis surtout dans quel ordre. Il y a des étapes vraiment critiques qu'il faut qu'ils soient
mises en place rapidement. Puis c'est souvent ce qu'on va voir qui va faire la différence entre le retour aux opérations rapides versus être inactif pendant des semaines et des semaines. C'est les premières étapes qui vont être prises. Fait que, normalement, un bon plan de réponse à incident va donner en fait les peut-être 4 ou 5 premières étapes qui devraient être faites, puis surtout qui. Souvent, puis surtout pour des PME, on va voir, il n'y a pas vraiment de rôles qui sont dédiés à qui fait quoi. Donc, tout le monde court puis fait les mêmes actions en même temps. Ce qui crée de la confusion, ça crée des erreurs, surtout au niveau technique. Coûteuse, j'imagine, parce que les Sont- premières heures d'un incident, Exact. les premières minutes même d'un incident, c'est crucial. Exactement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu comme un scénario avec des étapes claires, dire qui fait quoi, puis s'assurer que tout est bien orchestré. Souvent, ça va être le temps aussi de dédier des gens pour gérer la crise. Souvent, plus la maturité, je reviens souvent là, sur cette étape-là, mais c'est vraiment important. Plus la compagnie va être mature au niveau cybersécurité, plus ils vont avoir un écosystème de spécialistes qui peuvent aider. Donc, c'est souvent dans les premières étapes, ce serait de contacter une équipe spécialisée en réponse aux incidents. C'est souvent le rôle qu'on joue en fait dans ce processus-là. S'il y a des assureurs, quand est-ce qu'on appelle les assureurs? Est-ce que c'est au début, à la fin, etc.? Il n'y a pas nécessairement une bonne réponse pour chacun. C'est vraiment Personnalisé là, à chaque exact. organisation. C'est en fonction de l'organisation, c'est quoi les objectifs, quel type d'informations ils ont, etc. Mais l'idée, c'est de prévoir en fait qu'est-ce qui doit être fait, puis surtout de le structurer, puis d'attitrer des gens ressources clés pour chacune de ces étapes-là. Ça fait juste accélérer énormément le processus, moins cher, moins de temps down. C'est ça. On doit maîtriser ça, autrement dit. Puis comme Maxime l'a dit, on ne peut pas simplement avoir un plan, il faut le tester, il faut le simuler, il faut faire c'est ça, des simulations à chaque année, pas juste avec les équipes techniques, avec la direction, etc., etc. Maxime t'a parlé de tierces parties. On est dans un contexte aujourd'hui où c'est déjà difficile de sécuriser son propre périmètre, surtout maintenant en plus avec la convergence des réseaux. On parle de TI, on parle de OT. On a un contexte géopolitique où est-ce qu'on voit énormément d'attaques sur les joueurs technologiques principaux. On cherche des failles, on cherche des vulnérabilités parce que quand on en trouve une, puis elle est exploitable, on peut toucher à des milliers, des centaines de milliers d'organisations. Comment on fait pour s'assurer que notre écosystème de partenaires nous mette pas à risque? Oui. Bien, c'est excessivement important parce que ça, c'est un peu le principe du cheval de Troie, où est-ce que toi, tu te sécurises en tant qu'organisation, puis il peut avoir une partie externe ou une partie tierce qui peut justement être ce lien d'infiltration-là initial d'un acteur malveillant. Donc, c'est excessivement important de reprendre le contrôle, garder le contrôle sur ces accès-là vers l'extérieur, de justement surveiller les accès, de pouvoir avoir des technologies qui sont en place pour pouvoir justement mettre des barrières justement à ces acteurs malveillants-là qui vont potentiellement aller collecter des identifiants de personnes qui viennent de l'extérieur de l'organisation pour toujours garantir que ce soit ces personnes-là qui se connectent et non pas des adversaires. Donc, c'est vraiment des choses qui doivent être mises en place pour pouvoir conserver ça. Puis la surveillance, puis la capacité justement de pouvoir avoir une visibilité là-dessus est excessivement importante. Puis, il faut avoir aussi de la gouvernance. Il faut faire aussi une bonne gestion des risques de tierces parties. On fait une analyse carrément. Oui, exact. On analyse justement la sécurité puis les contrôles finalement des organisations avec lesquelles on fait affaire pour pouvoir garantir que le niveau de sécurité qui est minimalement atteint est celui qu'on recherche pour pouvoir accéder à nos services et nos systèmes. Puis on peut prioriser selon le niveau de risque que ça représente de pouvoir accéder à certains systèmes à l'intérieur de notre organisation. Excellent. Puis tu parles d'accès. Évidemment, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'accès parce qu'on implante tellement de technologies, d'applications, d'outils. C'est un bon point que finalement, on ne sait pas qui va se connecter, qui est derrière cet accès-là réellement. D'ailleurs, on assiste aussi à un autre phénomène, François, qui est dans la réponse d'incidents. Il y a énormément de données qui circulent en ce moment. Il y a énormément de ces accès-là qui sont déjà en circulation. On parle notamment dans le dark web, dans des forums, dans des outils comme Telegram, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, 100 il y a énormément ça a très, très évolué là, dans les dernières années. En ce moment, ce qu'on voit beaucoup, puis on en parlait un petit peu plus tôt, très en lien avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à travailler de la maison, puis ça s'est fait rapidement. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser des actifs personnels, un ordinateur à la maison que la famille utilise et cetera, pour travailler. Le vrai risque avec ça, puis c'est ce qu'on voit de plus en plus, il y a un phénomène ou un type d'attaque qu'on appelle des fameux info-stealers. C'est quelque chose qu'on voit malheureusement presque à tous les jours. Info-stealer rapidement, c'est un logiciel espion qui s'installe sur l'ordinateur qui peut aller chercher l'information qui se trouve. Généralement, ce que ça va cibler, c'est ce qui se trouve au niveau du navigateur web, donc Chrome, Edge, Firefox, tout ce qui est très populaire. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont enregistrer des mots de passe, vont enregistrer des sessions pour se connecter à leur site bancaire, pour se connecter au VPN de la corporation. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui se trouvent, puis les attaquants sont au fait de ça, puis ils vont cibler les gens à la maison. Il y a plusieurs façons que ça peut se retrouver. On pourra probablement en discuter éventuellement, mais l'idée à comprendre, c'est que c'est une réalité qui va s'y trouver. Donc, une fois que le FOSTER est installé, l'attaquant va récupérer ces informations-là, puis ces informations-là ont une valeur. Il y a plusieurs façons que ces informations-là vont être véhiculées. On a un écosystème qui existe en ce moment au niveau de la communauté de cybercriminels, si on peut l'appeler comme ça, où on a plusieurs groupes spécialisés. Donc, on a parlé de rançongiciels qui sont généralement faits par des groupes de rançongiciels. Peux-tu en nommer quelques-uns Ouais, plus ben, connus en ce moment, peut-être? ouais, il y en a trois là, qu'on voit très, très souvent. Akira, Killin. On voyait aussi peut-être une résurgence là, de Logbit, à voir si ça va se faire, mais la semaine dernière, là, il y avait des fortes indications que ce groupe-là allait faire. 5.0. Exactement, exactement. Donc, à voir si ça va se faire, mais en gros, c'est des groupes très organisés qui commencent à faire affaire ensemble. Puis, l'écosystème que je faisais référence tantôt, c'est qu'il y a des groupes spécialisés pour trouver des accès. Les info-stealers en font partie, mais c'est des groupes spécialisés qui vont trouver des accès administrateurs, des accès à faible privilège pour se connecter dans les entreprises. Donc, ça limite en fait les actions que les groupes de rançongiciels ont à faire. Ils font juste acheter ces identifiants-là pour se connecter. Ce qui fait que bon, c'est beaucoup plus rapide pour le groupe de ransomware. Ils peuvent en faire plus en même temps, plus profitable aussi. Mais en gros, le point ici, c'est que ça part des personnes directement. Donc, ils vont se faire pirater, ils vont trouver des informations. Ces informations-là sont vendues soit dans des forums sur le Darknet ou vont être vendues offline, si on veut, là, directement entre les groupes. Mais En masse, là. En masse, exactement. Puis François, c'est pas, ou Maxime, c'est pas un phénomène qui est nouveau, là, les info-stealers. Qu'est-ce qui fait que c'est si dur à détecter? Parce que il y en a énormément, là. On le voit, là. Exact. Puis c'est un peu pour ça que je faisais référence aux gens à la maison. Généralement, l'entreprise va vouloir déployer des stratégies, des contrôles de sécurité sur ses actifs, mais quand la personne travaille sur quelque chose qui n'est pas connu de l'entreprise, c'est-à-dire le PC à la maison que toute la famille utilise, il y a moins de contrôles de sécurité qui sont là, puis c'est plus facile pour l'attaquant d'arriver à faire ce type d'attaque-là. Donc, il y a une question de culture d'entreprise aussi. Est-ce qu'on veut contrôler comment les gens se connectent à distance, etc. Il y a beaucoup plus de façons de les mettre en place. Mais ouais, c'est 100% relié au nombre de dissuasifs qu'il y a sur les PC pour empêcher ces attaques-là. À la maison, il y en a moins, plus facile à faire. Puis une chose aussi qui est vraiment intéressante avec l'info-stealers, là, pour faire un petit peu de pouce sur ce que tu dis, François, c'est que ça a la possibilité aussi de capturer des jetons de session et de contourner potentiellement le multiple facteur. Donc, ça veut dire qu'on fait face à des attaques, encore une fois, qui se complexifient de plus en plus, qui ont la capacité même de contourner certaines des mesures qui sont en place pour justement empêcher les acteurs malveillants de pouvoir intervenir justement dans des environnements pour pouvoir sécuriser la connexion. Donc, le fait de pouvoir justement détecter ces outils-là et d'avoir une visibilité là-dessus devient encore plus important d'une part. Puis de l'autre part aussi, le fait que ces acteurs malveillants-là puissent rendre ces accès-là disponibles à un grand nombre justement de gens qui peuvent les acheter, ça augmente le nombre d'acteurs qui peuvent potentiellement tenter de se servir justement de ces accès-là pour pouvoir perpétrer une attaque. Donc,
Donc, Maxime, autrement dit, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est qu'un employé peut se connecter, François également, tu en parlais, un employé peut se connecter, la session va être enregistrée, l'attaquant qui a compromis le navigateur obtient cette session-là sans même avoir besoin de se réauthentifier, peut se connecter à l'actif, à l'application, le système auquel il a obtenu l'accès. C'est bien ça? Oui, exact. Puis avec des comptes qui paraissent comme étant légitimes parce paraissent qu'ils ont réussi à subtiliser toutes les informations, justement, allant jusqu'au jeton de session pour pouvoir se connecter de façon légitime. Puis après ça, commencer le cycle initial qu'un acteur malveillant va faire, qui est la première étape, justement, de pouvoir établir, là, justement, quel est le périmètre dans lequel il doit évoluer. Donc, cette phase-là, je pense que François la voit souvent là, lors de ses réponses aux incidents. La reconnaissance, Exact. exactement. C'est la phase, une des phases les plus importantes de l'acteur malveillant. Puis c'est le moment où on a la possibilité, avec les bons outils puis les bonnes équipes en place, de pouvoir intervenir au balbutiement, justement, de cette attaque-là pour pouvoir l'arrêter directement au début, avant que des dommages majeurs soient faits. Merci. Puis en plus j'imagine, des info-stealers, on le sait, dans le dark web, on retrouve énormément de données, là, pas juste des données personnelles, pas juste des identifiants, mais aussi de l'information par rapport à la surface d'attaque, à des vulnérabilités au niveau des infrastructures, peut-être de la donnée plus sensible, plus stratégique d'entreprise. Comment une organisation peut faire pour savoir, bien, c'est quoi en ce moment qu'on voit sur mon entreprise? Parce que les attaquants, eux, accélèrent leur reconnaissance en ayant accès à beaucoup d'informations stratégiques avant même de pouvoir perpétrer une attaque, là. Donc, comment on fait en tant qu'organisation pour, puis sachant que c'est très, c'est pas indexé, là, le dark web, là. Il y a pas, puis on ne parle pas juste du dark web, on parle de plusieurs plateformes, etc. Comment on fait, François, pour savoir, bien, qu'est-ce qui se trouve sur notre organisation? Oui. Puis à quelle fréquence aussi, peut-être, on doit faire ça? Ouais, on va commencer avec la fréquence. Normalement, on veut mettre en place une veille. Souvent, les compagnies vont avoir des veilles technologiques pour voir c'est quoi les tendances. On peut faire exactement le même principe pour du fameux surveillance là, du dark web. Souvent, ce qu'on va vouloir préconiser, c'est comment un attaquant pourrait trouver l'information pour nous attaquer. On parlait de trouver des identifiants, ça c'est numéro un. On peut prendre, par exemple, il y a tellement de leaks en ce moment qui sont disponibles. On n'arrête pas d'entendre des compagnies qui se font pirater puis que ces données-là fuient sur le Darknet. Il existe des façons de prendre il y a des compagnies qui vont acheter ces leaks-là pour donner en fait une idée de qu'est-ce qui est le contenu, puis savoir si justement une compagnie peut être victime par la bande de ce leak-là. Ça, ce serait l'étape numéro un. C'est généralement ce qu'on va vouloir utiliser pour le dark web. Il y a tout le principe d'OSINT. Rapidement, c'est toute l'information qu'on peut aller chercher sur des compagnies, que ce soit sur des réseaux sociaux. Bref, c'est une méthodologie, si on veut, de trouver l'information sur des compagnies. Puis c'est généralement exactement comme ça que les attaquants vont pouvoir cibler s'ils veulent cibler. Ils vont faire des recherches en fait sur la compagnie, quel type d'information est disponible, c'est quoi la compagnie utilise en termes de technologie. Puis en sachant, en ayant une petite idée de qu'est-ce qu'ils ont, ils peuvent faire des attaques plus sophistiquées. On peut penser, ça c'est un peu le classique qu'on va parler ici, si un ingénieur de la compagnie sur LinkedIn mais dans le fond, qui travaille sur des projets ou des technologies spécifiques, bien, ça donne une idée à l'attaquant que, OK, bien, cette compagnie-là utilise telle technologie, ça a été publié à peu près à telle date, il y a peut-être telle vulnérabilité. Ça peut aider à donner des indices assez importants pour que l'attaque soit plus sophistiquée puis ait plus de chances de réussir. Excellent. François, tu parles tu parles d'avoir une veille. Donc, j'imagine qu'il y a des organisations, en fait, on le sait, il y a des organisations qui font ça, il y a des outils qui font ça, mais on parle souvent d'analyse de maturité, d'analyse de posture de sécurité. Ça serait également un élément à considérer, là, donc de façon trimestrielle, annuelle, de faire une analyse de qu'est-ce qui se trouve sur notre empreinte numérique, là.
Exact. Ça, c'est critique, là. Puis ça peut être aussi utilisé de façon stratégique. Je donne un exemple. Vous faites une veille technologique, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de mots de passe puis non usagés qui sont disponibles. Puis on se rend compte que c'est des mots de passe qui sont répétés souvent. Donc, on a la même personne qui a eu 4 ou 5 clics différents. On se rend compte que c'est presque toujours le même mot de passe ou il y a une petite variation. Mettons, le mot de passe, c'est Canada 2025 une fois, Canada 2025, point d'exclamation, Canada 2025, point d'exclamation, point d'exclamation, quelque chose qu'on voit assez souvent. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? C'est que probablement que la politique de mot de passe n'est pas suffisante. Puis ça, c'est vraiment de la bonne information à avoir parce qu'on peut orienter la stratégie pour se défendre en fonction de ça. Donc, d'avoir une idée de qu'est-ce qui est disponible, un peu voir ce que l'attaquant a accès, ça l'aide vraiment à prendre des actions concrètes pour sécuriser les réseaux. Oui, puis j'imagine que, en fait, on le sait, là, c'est souvent même très apprécié parce que quand on fait des analyses comme ça, on ne trouve pas juste des données sur notre organisation, on trouve souvent des données, des identifiants personnels à nos employés qui, eux, peuvent être victimes de vol d'identité ou de fraude bancaire parce que leur information circule. Donc, on recommande là, fortement de faire ces exercices-là. Rapidement, là, en terminant, bon, on a parlé là, de chaînes d'approvisionnement, d'attaques de rançon, de technologies opérationnelles, on a parlé de vulnérabilités qui sont continuellement divulguées, faciles à exploiter. On sait que les organisations manquent beaucoup de visibilité. Pourtant, c'est rendu relativement simple de surveiller son entreprise, petite ou grande organisation. À chaque année, on donne 4 ou 5 conseils, contrôles. J'aimerais même mieux dire contrôle. Selon vous, messieurs, peut-être en commençant par Maxime, puis rapidement, là, quels sont mettons, les 5 Maxime contrôles selon toi qui doivent être mis en place rapidement dans toutes les organisations, là? Oui, absolument. Bien, il faut d'abord commencer, tout part de la gestion du risque. Donc, gérer le risque au niveau de son organisation, c'est excessivement important. Donc, de vraiment s'assurer de faire ça pour pouvoir comprendre puis pouvoir estimer c'est quoi sa tolérance au risque. Puis c'est quoi vraiment le niveau de risque acceptable. C'est quelque chose qui est excessivement important. Puis ça part des plus hauts échelons pour pouvoir justement déterminer ça, un peu comme on a mentionné un petit peu auparavant. Donc, on parle de faire une analyse de risque, de faire une analyse de maturité. Oui, donc pour pouvoir justement comprendre quel est son niveau de risque, il faut justement analyser pour savoir un peu comment on va chez le médecin. Il ne va pas pouvoir nous donner un diagnostic tout de suite. Il va falloir évaluer pour savoir, bien, justement, par rapport à des contrôles spécifiques, quel est justement le niveau de risque de mon organisation, quel est le niveau de maturité de ces différents contrôles-là pour pouvoir ensuite de ça comprendre un peu où se situent les risques qui sont les plus importants pour mon organisation. Puis il y a un paquet de cadres qui existe pour pouvoir le faire, que ce soit ISO 27001, NIST ou d'autres, toutes les bonnes pratiques au niveau de la sécurité qui vont pouvoir être suivies par rapport à ça. Ensuite de ça, bien, on a tout ce qui est aussi technologie. Donc, les technologies qui doivent être mises en place, on en a parlé amplement pour pouvoir justement détecter des anomalies, pouvoir justement aller voir dans ces différents systèmes-là, que ce soit des systèmes à l'interne ou même aller voir ou lire les journaux de Microsoft 365 ou autres. Ça va être excessivement important de pouvoir amener cette visibilité-là au sein de l'organisation, mais à des équipes qui vont être là pour surveiller 24/7, 365, puis de pouvoir donner ce travail-là à des experts ou des équipes qui ont l'expertise de pouvoir faire ça. Puis je pense aussi, l'autre chose qu'on a parlé également amplement, c'est tous nos utilisateurs, donc les gens qui sont informatisés ou à qui on donne justement un actif informationnel, ont une responsabilité de surveiller ces accès-là, de justement être aptes à pouvoir justement défendre l'organisation à leur niveau et à leurs moyens. Donc, de faire de la sensibilisation, de faire des exercices de simulation, augmenter le niveau de maturité, de compréhension puis de robustesse de nos utilisateurs aussi va être excessivement important. Donc, une organisation qui n'a pas de surveillance en ce moment, est-ce qu'elle doit faire une analyse de maturité avant de prendre la décision de surveiller son environnement? Est-ce que, tu sais, on le voit, on a toujours cette réflexion-là. La poule, oui, c'est ça. Non, c'est assez évident qu'on n'a pas besoin de faire de grandes analyses pour pouvoir savoir qu'il y a des stricts minimums et puis de faire de la surveillance, on ne peut pas protéger ce qu'on ne voit pas. Donc, même si on se met à analyser,
on ne va quand même pas pouvoir protéger ce qu'on ne voit pas. Donc, il faut aller de l'avant avec ce genre de technologie-là puis ce genre de capacité-là dès aujourd'hui si on n'a pas cette capacité-là dans l'immédiat, parce qu'on est déjà à risque. Les acteurs malveillants attendront pas qu'on ait fini notre analyse de maturité pour nous attaquer. Ils peuvent nous attaquer dans la minute qui suit, l'heure qui suit, la journée qui suit. Ça peut aller très, très rapidement. Puis comme on a parlé évidemment avec François, ça va de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de facilité pour les acteurs malveillants d'être opportunistes pour des vulnérabilités puis d'autres choses comme ça. Donc, il faut être prêt à y faire face. C'est garanti. Merci, Maxime. François, demain matin, une entreprise est victime d'une attaque. C'est quoi le plan de match, sachant que la plupart des organisations ne sont pas préparées, n'ont pas de plan de réponse aux incidents, ne l'ont pas testé, souvent ne connaissent même pas les actifs critiques ou informationnels prioritaires qu'ils doivent protéger. Quel conseil tu as à donner à une organisation qui est dans cette situation-là? C'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse ici. Faire appel à une équipe de réponse à incident va faire toute la différence, non seulement par l'expertise, mais l'expérience que l'équipe a. On en a parlé énormément, là, mais un des gros faux pas qu'on voit, c'est que la compagnie essaie de gérer ça à l'interne, puis ils n'ont pas nécessairement les connaissances puis les ressources pour être capable de trouver comment l'attaquant est rentré, puis ils vont répliquer les mêmes vulnérabilités ou les mêmes façons de se faire attaquer. En faisant affaire avec une équipe spécialisée en réponse à incident, on s'assure en fait de minimiser le risque au maximum qu'il y ait une attaque semblable qui réarrive. Puis c'est surtout une question de... on ne voudrait pas qu'un chauffeur d'autobus conduise une F1. Même chose ici en sécurité. Il y a des gens qui ont des expertises très, très précises. On veut faire affaire avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, spécifiquement quand c'est pour un incident avec un impact élevé. Super important d'avoir les bonnes ressources au bon moment. Maxime, François, on parle de menaces depuis tantôt. On a fait le tour, là, puis c'est quand même assez complexe. C'est difficile aujourd'hui, déjà en partant de sécuriser son périmètre. Mais là, on parle d'attaque à la chaîne d'approvisionnement, on parle de tierces parties, de données qui circulent déjà, des identifiants qui sont faciles à obtenir, de l'information personnelle ou stratégique sur l'organisation, sur nos employés. On a parlé de vulnérabilités qui sont nouvelles à chaque heure, à chaque jour, autant au niveau des TI que de la sécurité de nos technologies opérationnelles. Qu'est-ce que, si demain matin, là, une entreprise, on a beaucoup de chefs d'entreprise, de personnes responsables des TI, de la sécurité qui nous écoutent présentement, peut-être le contrôle numéro 1 à avoir aujourd'hui, là, en tant qu'organisation, Maxime, selon toi, c'est quoi? Surveillance, visibilité, c'est vraiment l'élément essentiel de toute défense qui va se tenir, puis d'avoir des systèmes qui vont pouvoir aussi faire de la détection comportementale sur les menaces. Donc, vraiment quelque chose qui va aller au-delà des antivirus traditionnels, qui va donner les capacités, justement, comme j'expliquais tout à l'heure, à aller dans tout le cycle de l'attaquant, de la reconnaissance jusqu'au cycle plus tard là, de ce que ces acteurs malveillants-là ont la possibilité de faire, l'exploitation et tout ça. Donc ça, c'est numéro 1. Donc de mettre ça en place aujourd'hui, quand on a des équipes qui ont la bonne expertise puis qui ont les capacités 24/7, 365, c'est pas quelque chose qui est difficile à mettre en place, mais qui doit définitivement être mis en place de façon prioritaire. Puis dans les environnements, on va dire, de production, de technologie opérationnelle, c'est tout aussi important. Il faut combiner ça aussi avec des analyses justement de maturité, des analyses de risque, comprendre son environnement, aller chercher les différents contrôles qui vont nous permettre d'évaluer les risques puis de prioriser les choses. Excellent. Puis on parle de surveillance, Maxime, on parle puis là, tu mentionnes 24/7, j'imagine que ça implique que on doit être présent. Ce n'est pas automatisé, c'est des gens qui sont derrière ça. Exact. C'est difficile d'envisager pour une PME demain matin d'avoir plusieurs employés qui font une rotation pour surveiller un 40, 50 ou 60 postes de travail. Donc, on s'entend qu'aujourd'hui, c'est probablement plus efficace de confier ça à une organisation, un partenaire, mais ça prend des gens qui sont spécialisés, là.
Oui, on a parlé justement d'équipes de sécurité qui font la surveillance. Donc, c'est vraiment des gens qui sont spécialisés, des analystes de sécurité qui sont là en tout temps, 24/7, 365, parce que peu importe le système qu'on met en place, ça peut générer des alertes, mais si on ne s'occupe pas de ces alertes-là, si on n'investigue pas davantage, il peut quand même avoir à terme une escalation qui va nous amener au même point que si on n'avait pas de système. Donc, c'est très, très important de faire affaire avec des gens qui sont spécialisés pour non seulement avoir les systèmes, mais les équipes qui sont en arrière pour supporter ces systèmes-là et pour pouvoir intervenir en tout temps. Excellent. Donc, on parle de visibilité, de surveillance. François, tantôt, tu parlais d'un autre vecteur d'attaque, notamment les infos stealers. On a parlé aussi des boîtes de courriel qui potentiellement peuvent être compromises, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? On est capable d'avoir une surveillance, une visibilité? C'est quoi, selon toi, le... Exact. Je suis 100% d'accord avec Maxime au niveau de la surveillance. La surveillance, c'est très, très large comme terme. Ça s'applique à beaucoup de concepts. Les boîtes courriel, c'en est un, là. C'est un gros morceau, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'attaques qui se passent à ce niveau-là, que ce soit pour l'authentification, donc comment on se connecte dans la boîte courriel, mais surtout qu'est-ce qui se fait dans la boîte courriel. Il existe des technologies qui permettent de détecter ça. Puis bien sûr, il faut avoir des gens qui regardent ces alertes-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a une très grosse interaction entre ce que le dispositif de sécurité va voir, puis qu'est-ce qui se fait dans le comportement normal de la personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir le bon compromis entre avoir des gens qui regardent les outils de sécurité, puis qu'est-ce que l'outil de sécurité va vraiment détecter. C'est comme ça qu'on voit des attaques plus sophistiquées. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que c'est important d'avoir la technologie, mais il faut avoir des gens aussi qui regardent cette technologie-là, qui vont pouvoir détecter des choses qui ne sont pas nécessairement visibles par la technologie comme telle. Merci. Puis, tantôt, François, te donné un exemple. Tu as mentionné qu'on ne veut pas un chauffeur d'autobus qui conduit une Formule 1. Toutes les organisations qui nous écoutent ont des équipes ou ont un partenaire TI, fort probablement. On sait qu'il doit avoir une collaboration entre les équipes TI et les équipes de sécurité. Mais c'est quand même des compétences qui sont très différentes. Comment adresser ça Exact. en ce moment? Effectivement, c'est vraiment deux compétences qui sont très, très distinctes. Un ne peut pas exister sans l'autre, bien sûr. Ce qui est super important de comprendre, c'est que spécifiquement au Québec et au Canada en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'experts en sécurité qui sont disponibles. Puis ça fait quelques années là, qu'on voit les statistiques passer. Il y a toujours un énorme manque en termes de personnel qualifié. Donc, pour une entreprise qui décide d'investir en sécurité demain, ça va être extrêmement difficile de trouver des gens compétents à un salaire qui fait du sens. Donc, pour moi, c'est un peu... c'est un problème qui a déjà une réponse claire. Faire affaire avec des tierces parties pour impartir ces services-là, c'est ce qui fait le plus de sens parce que, un, ça risque probablement de coûter moins cher, puis de deux, vous avez l'expertise puis l'expérience que ces gens-là ont en faisant affaire avec plusieurs types de clients. Ils voient tous les types d'attaques littéralement tous les jours. Ça donne un très bon background, si on veut, pour ces équipes-là, s'assurer qu'ils sont compétents dans ce qu'ils font. Merci. Puis Maxime, j'ai envie de te poser une question parce que pendant toutes les années où tu as été responsable d'équipes de surveillance, littéralement là, de plusieurs centaines d'organisations, tu as dû collaborer avec beaucoup d'équipes TI internes, externes. Peux-tu me parler de l'importance de cette collaboration-là, puis qu'est-ce qui peut être amélioré aujourd'hui? Est essentiel, effectivement. Donc ça, c'est une collaboration où justement les équipes de surveillance puis les équipes justement réseau doivent collaborer pour une multitude de raisons. C'est eux qui ont accès finalement au système, c'est eux qui vont justement monter les réseaux, les pare-feux et ainsi de suite. Donc, cette relation-là, justement, de pouvoir faire la surveillance, détecter les anomalies, prendre des actions, mais d'aller au-delà, justement, de ce qui peut se faire juste au niveau de la surveillance, va être fait en collaboration avec les équipes TI. Donc, ça, c'est super important. Là où il faut probablement aller plus loin, puis ça, c'est un point qu'on ne peut aborder, mais qui est quand même un point d'importance, c'est au niveau de tout ce qui est test de sécurité offensif. Donc, justement, de simuler aussi des attaques, justement, au niveau de ces réseaux externes, de ces réseaux internes, pouvoir justement voir si un acteur malveillant, avec le modus operandi qui est utilisé par l'acteur
acteurs malveillants avait des opportunités de s'adresser à son environnement, son réseau. Qu'est-ce qu'il pourrait détecter justement comme vulnérabilité? On a parlé beaucoup de vulnérabilité, pouvoir détecter ces vulnérabilités-là au moyen d'un test d'intrusion, de pouvoir aussi faire du test manuel pour pouvoir exploiter potentiellement ces vulnérabilités-là, découvrir qu'est-ce qui pourrait être accessible des acteurs malveillants en arrière de ça, puis ensuite de ça, d'émettre justement des recommandations, un rapport pour pouvoir prioriser ces vulnérabilités-là, puis après ça, aller en correctif. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel puis qui est très, très important. Puis je pense que c'est quelque chose que, justement, quand François intervient au niveau de réponse aux incidents, va être demandé d'être fait. Évidemment, là, on est après le fait, après le coup, mais c'est bien important de pouvoir faire cet exercice-là avant coup également aussi. Exact. Puis il y a une bonne distinction à faire entre les vulnérabilités comme telles, puis des mauvaises configurations. Puis ce qu'on voit généralement, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises configurations qui ne sont pas détectées, comme on les trouve en faisant des tests de sécurité offensive. Oui, donc j'imagine qu'effectivement, en fait, on le sait, là, les erreurs humaines, des mauvaises configurations, même des menaces internes, ça reste une très grande partie dans l'équation là, des incidents de cybersécurité. Écoutez, messieurs, ce fut fort agréable. On pourrait continuer cette session-là pendant probablement plusieurs heures même. C'est un sujet qui est fort intéressant, puis il y a tellement de volets différents qu'on peut aborder. Ceci dit, à chaque année, je pense qu'on reste quand même dans les mêmes sphères. Donc, on voit que oui, les gens sont de plus en plus sensibilisés, sont plus conscientisés, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, surtout au niveau de la petite et moyenne organisation. Maxime, merci énormément pour ton temps aujourd'hui. François, même chose. Merci tout le monde en ligne. Merci pour votre présence, votre participation. Vous savez que les menaces évoluent constamment. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous faites partie de la direction, vous êtes responsable des TI, bien, on espère que les échanges aujourd'hui vous auront permis de mieux comprendre les enjeux stratégiques de la cybersécurité et même un peu techniques. Et que ça vous aura permis de mieux donc comprendre ces enjeux-là, mais de repartir aussi avec des pistes concrètes pour pouvoir protéger vos organisations. Si vous aviez des questions, si vous avez posé des questions, sachez qu'on va vous revenir. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, on va également vous répondre. Les informations de contact vont être affichées ou sont affichées présentement à l'écran. Sur ça, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine et surtout un beau mois d'octobre, mois de la cybersécurité, et on se reparle bientôt.